Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2025 s'intitule « L'avenir des alliances militaires ». Pour ce premier épisode, issu de la leçon inaugurale, nous avons l'honneur de recevoir M. Gérard Larcher, président du Sénat. L'introduction est quant à elle prononcée par M. Louis Gauthier, directeur de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Le silence se faisant spontanément sur les rangs m'invite donc à prendre la parole. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Conway, Monsieur le Recteur, Monsieur l'Administrateur, chère Christine Néo-le-Duc, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers amis. Par cette 12e édition de son cycle de conférences, la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains de Paris 1 s'inscrit résolument à la fois dans la continuité et le renouvellement avec 12 000 abonnés sur Internet, en moyenne 1100 auditeurs par conférence. Point n'est besoin de souligner un succès d'audience qui se reproduit désormais chaque année, au risque même d'une certaine affluence. Donc, prenez le temps tranquillement de vous asseoir, mais aussi sans faire trop de bruit. Merci. Pour cette leçon inaugurale, nous avons, Monsieur le Président, enregistré 1800 inscrits et je prie donc tous ceux que nous n'avons pu accueillir dans ce grand amphi Richelieu de nous excuser. Je salue tous ceux qui nous suivent à distance. La chaire dont l'assise pluridisciplinaire entend mettre en valeur l'offre de formation des différentes UFR de Paris 1, d'histoire, de sciences politiques, de droit, de géographie, d'économie dans les domaines des études de défense et de relations internationales est devenue une référence. Elle contribue au développement à notre université, au sein de notre université, du programme des Sorbonnois Studies. Elle est solidement ancrée dans le paysage universitaire français, nourrit des liens étroits avec les principaux centres de recherche spécialisés de notre pays, l'IFRI, la FRS, CERI, l'IRSEM notamment. En France et à l'étranger, elle se trouve au cœur désormais d'un vaste réseau d'échanges avec la participation à ces cycles de conférences depuis 2014 de 162 intervenants venant de 59 universités et établissements associés, parmi lesquels King's College de Londres, les universités de Reading, de Tübingen, d'Hokkaido, de Doha, de Yonsei, de Shanghai, de Moscou, de Tel Aviv, de Sydney, ou encore cette année de Stanford et de Birmingham. Cette liste non exhaustive illustre la volonté d'ouverture de la chaire qui fait dialoguer entre elles les écoles et courants de pensée très différents, voire opposés. Continuité, ouverture, renouvellement. 2025 est une année de renouvellement puisqu'à côté de nos soutiens historiques, la Fondation Saint-Cyr, je salue son président André Autan et son directeur, le général Jean-François Rapnouil, à côté du CEA, de MBDA, d'Airbus, de Thales, de Naval Group, qui nous ont accompagnés depuis le début, nous nous réjouissons d'accueillir autour de table la Fondation Pierre Ledoux, abritée par la Fondation de France. Les financements de cette fondation, j'en remercie les membres, le général Matt, son président, seront orientés vers les aides aux travaux des doctorants. Ces concours viennent ainsi consolider le pôle recherche de la chaire. De même, nous nous réjouissons cette année encore de la reconduction de notre partenariat avec la Revue de la Défense nationale, qui publie chaque année dans son numéro de juin les actes de ce cycle, et la collaboration initiée l'an dernier avec la talentueuse revue en ligne Le Grand Continent. La composition de nos comités de pilotage et de notre comité scientifique viennent d'être modifiées cet automne pour favoriser une relève générationnelle. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la prise de responsabilité d'Elie Tenenbaum, sur la collaboration active de Matteo Malik, le rédacteur en chef du Grand Continent, et sur la présence à nos côtés de Frédéric Glorian, le directeur du CIENS, le Centre de recherche stratégique de l'École normale supérieure. Le renouvellement, comme nous l'avons déjà fait à la création de la chaire, se manifeste avant tout par la volonté d'assurer la promotion des jeunes enseignants-chercheurs. Les quadragénaires, la preuve, ont trouvé leur place. Il faut maintenant veiller au passage de relais vers les générations trentenaires.
Lorsque l'été dernier, nous avons choisi le thème des conférences de ce cycle, la question de l'avenir des alliances militaires s'est assez vite imposée. Il faut dire que le rôle, place des alliances militaires dans le monde constitue en soi une question de cours. Depuis la Ligue de Délos jusqu'à l'OTAN aujourd'hui, ce sujet est un passage obligé des réflexions sur la sécurité collective. Et justement, avec la guerre d'Ukraine, l'Alliance Atlantique se trouvait mise au défi. Avec les tensions en Asie-Pacifique, le jeu d'alliance autour de Washington et de Pékin se raidissait, se tendait, se complexifiait. Et voilà qu'ensuite, les guerres de Gaza et du Liban obligeaient les Américains, en soutien à leurs alliés israéliens, à réaffirmer leur implication stratégique au Moyen-Orient. Le thème qui était déjà porteur à l'été devenait enfin, avec l'élection de Donald Trump, d'une brûlante actualité. Le discours révisionniste du nouveau président américain est en effet radical. Non seulement il révoque la politique d'engagement extérieur des États-Unis depuis la fin de la guerre froide, mais il remet en cause profondément les fondements même de l'ordre international établi par eux depuis 1945. Ces prétentions sur le Groenland ou le Canada, je salue parmi nous un honorable parlementaire, bafouent les principes du droit international et les fondements du pacte de solidarité atlantique qui repose sur le respect de l'intégrité territoriale, sur le respect de la souveraineté des États parties, mais aussi sur des garanties de défense mutuelle. Tour à tour isolationniste, protectionniste, expansionniste, Donald Trump, qui n'est pas une contradiction près, affirme l'hégémonie de la puissance américaine, revendique la logique de la force, mais en même temps refuse toutes les obligations inhérentes au leadership. Il n'entend pas plus être contraint à la défense des démocraties qu'au règlement des défis mondiaux tels le changement climatique. Il se montre expansionniste, mais c'est seulement au détriment des alliés des États-Unis. En 2018, Donald Trump considérait déjà l'Alliance Atlantique obsolète. Il laissait entendre que son article 5 n'avait pas de caractère automatique. Hier, ces propos jetaient le trouble au sein de l'organisation de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, ils contribuent à la saper. Avec la guerre d'Ukraine depuis 2022, l'OTAN, qui s'était une fois encore élargie à 32 membres avec l'entrée de la Finlande et de la Suède, s'est trouvée finalement confortée par les réactions convergentes des États-Unis et des Européens vis-à-vis de la Russie. De cette guerre se dégageait, de façon certes un peu sommaire, une vision de la société future des États. Je dis de la société des États parce que la société internationale déborde aujourd'hui les simples relations interétatiques. Eh bien, ces États se répartissaient finalement en 3 groupes. Le camp occidental, qui s'organisait dans un système d'alliance finalement dynamique, l'OTAN dont je viens de parler, mais aussi l'AUKUS avec les Britanniques, les Australiens, élargis au Japon, à la Nouvelle-Zélande, face à un axe d'adversité composé de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord, enfin un Sud global, opportuniste, pas mécontent que le conflit ukrainien puisse faire évoluer les règles du jeu international. Cette vision, qui était réductrice sans doute, est plus encore sujette aux cautions aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'OTAN. L'Alliance Atlantique, hier, était un carré d'as, un carré d'atout. Pour reprendre la terminologie d'Olivier Schmitt, qui interviendra dans une de nos conférences, elle était en effet, d'abord comme toutes les alliances militaires au départ, un as de pique, une coalition contre l'Union soviétique en 1949. Mais aussi un as de trèfle avec la mise en commun des moyens militaires, un as de carreau avec la standardisation des équipements, la normalisation des procédures, et enfin, et je dirais peut-être surtout, un as de cœur, en raison du partage de valeurs communes, celle du droit, celle de la démocratie. Bien, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, non seulement les cartes sont redistribuées, mais le carré d'as n'est même plus un brelan. Concrètement, la question du leadership, de la garantie américaine dans l'OTAN se repose en effet. Pour la première fois de leur histoire contemporaine, les Européens, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Les Européens doivent, dès lors, envisager de devoir se passer des États-Unis pour leur sécurité. Quant à l'OTAN, elle semble n'avoir de choix quand une résurrection radicale ou un dépérissement, so-so venant vraisemblablement d'une européanisation progressive des moyens, mais aussi selon les circonstances du commandement. Cette mutation, si elle est convenablement négociée, dans le temps, ne peut être à l'évidence que positive, très positive. Mais si elle doit s'effectuer brutalement, elle présente bien des risques, car les armées européennes ne sont pas rationalisées entre elles, manquent de moyens et restent encore très fortement tributaires des capacités militaires des États-Unis. Par ailleurs, une armée a besoin de commandement et l'Union européenne reste en quête d'un véritable directoire en matière de sécurité et de défense, comme le prouvent depuis 2022 les hésitations dans la gestion du conflit ukrainien et à présent dans la recherche d'une issue possible à la crise. Le règlement du conflit au sortir de l'hiver 2025, alors que les forces ukrainiennes sont à la peine, est en effet extrêmement préoccupant. Une négociation conduite par-dessus la tête des Ukrainiens et des Européens, un cessez-le-feu mal contrôlé, puis un conflit gelé, et la Russie peut reprendre à son avantage des combats. Quoi qu'il en soit, la Russie va continuer d'exercer dans son étranger proche des pressions politiques, militaires. L'élection en Biélorussie le montre, les tensions en Géorgie, les tensions en Roumanie, au cœur même de l'Europe. Et ailleurs, en Europe, on peut craindre des actions hybrides de déstabilisation. L'arrêt de la guerre ouverte en Ukraine ne signifie pas la fin d'une guerre couverte. Et avec le sort de l'Ukraine, se joue bien maintenant le sort de l'Europe. Nous devons avoir conscience que si nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes plus vraiment en paix. Dans ce contexte, la question de l'avenir des alliances militaires, qu'il s'agisse de contrer les desseins hégémoniques de la Russie ou de la Chine, de pondérer ceux des États-Unis, ou de rééquilibrer des rapports de force face à des puissances régionales agressives ou conquérantes, n'est pas qu'une simple question de cours. Elle est un point qui s'inscrit en urgence sur tous les agendas diplomatiques, à commencer par l'agenda européen. Nous traversons, je viens de le dire, une période de remise en cause internationale, de turbulences, d'instabilité. Notre pays connaît également une situation politique inédite qui peut l'affaiblir dans l'adversité. La Ve République, qui en dépit des configurations internes et internationales changeantes, a toujours su s'adapter, finalement de façon maîtrisée, qu'il s'agisse des alternances, des cohabitations, au moment de la chute du mur de Berlin, durant la lutte contre le terrorisme, est exposée à une situation d'imprévisibilité de court terme qui rend plus difficile le passage des obstacles et le règlement de problèmes structuraux. En vous sollicitant, Monsieur le Président, pour inaugurer ce cycle de la chaire, nous nous tournions dans cette initiative à la fois vers un repère dans notre vie institutionnelle et un esprit certes engagé, mais toujours lucide, ouvert au dialogue et même le protégeant, clairvoyant, en tout cas rarement pris au dépourvu. Votre carrière politique comme maire de Rambouillet, sénateur des Yvelines et comme ministre des gouvernements de messieurs Raffarin et Villepin parle d'elle-même comme un gage de constance, la constance de votre action, de confiance, celle de ceux qui vous ont élus, et de fidélité. À la présidence du Sénat depuis 10 ans, après en avoir été longtemps vice-président, vous incarnez cette institution qui, de façon générale, mais plus encore dans la période présente, incarne en elle-même la stabilité. Vous l'incarnez sans vous confondre. Cela se manifeste dans vos prises de position sur la politique intérieure, et je ne vais pas sur ce point m'étendre, mais en ce qui concerne nos sujets, ceux des enjeux géopolitiques, les questions militaires, je voudrais tout d'abord, en saluant la présence ici, je l'ai dit tout à l'heure, de sénateurs appartenant à cette commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, dont vous avez fait vous-même un moment partie, saluer la qualité des travaux de cette commission. Je signale d'ailleurs aux étudiants que tous les rapports de cette commission sont une mine très riche d'informations et d'analyses. Mais, pour faire simple, nous avons aussi en mémoire votre action dans plusieurs occasions récentes qui eurent un fort retentissement chez nous, mais aussi à l'international. L'organisation avec
la présidente de l'Assemblée nationale d'une marche civique en réaction à la recrudescence des actes antisémites dans le contexte de la guerre Israël-Hamas en 2023. Votre déplacement en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une mission de concertation et de dialogue avec les acteurs du territoire afin de rechercher une réponse institutionnelle à la crise, tant au plan national que régional. Enfin, pour me limiter à 3 exemples, vos prises de position répétées en faveur du soutien à l'Ukraine et votre questionnement l'année dernière sur les conditions de garantie militaire possibles, sur les interrogations, l'implication du Parlement, dans ce qui pourrait conduire à déployer à la périphérie ou sur le sol ukrainien éventuellement des forces. Monsieur le Président, soyez profondément remercié d'avoir accepté d'ouvrir ce cycle en l'éclairant de vos réflexions. Ce cycle se poursuivra avec, vous le savez, chaque lundi, des interventions, celles de Sergei Radchenko, Camille Grand, Rita Floyd, Olivier Schmitt, Victor Cha, Bruno Tertrais, Hussein Hakemi. Je ne les ai pas cités dans l'ordre, mais nous avons un excellent site web dans lequel vous retrouverez tous les détails et je remercie son architecte et créateur Julien Garcin. Je voudrais aussi, en votre nom à tous, exprimer ma gratitude, votre gratitude à Armel Seglek, la déléguée générale de la chaire, sur qui repose l'organisation des conférences et le bon fonctionnement de nos activités. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je cède la place au président du Sénat, M. Gérard Larcher. Monsieur le recteur, monsieur l'administrateur de l'université Paris 1, madame la doyenne, monsieur le ministre, cher Alain Richard, que je retrouve avec plaisir ici, madame la vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, chère Hélène Conway-Mouret, honorable Serge Joyal, sénateur du Canada, monsieur le procureur général de la Cour des comptes, et comme ça que je vous ai connu dans d'autres fonctions, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les étudiants, et puis je voudrais saluer les présidents et représentants des fondations et entreprises qui soutiennent la démarche. Je tiens à vous remercier de cette invitation à prononcer la leçon inaugurale de la session 2025 de la chaire internationale Grands enjeux stratégiques contemporains dans cette aula si prestigieuse sur un sujet ardu mais stratégique pour notre sécurité en Europe et au-delà, l'avenir des alliances militaires. Je vous remercie de me l'avoir proposée car elle m'a conduit à une réflexion personnelle pour la préparer. À la différence de certains enseignants, directeurs d'affaires stratégiques, journalistes qui sont ici présents, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Je ne peux pas commencer cette intervention sans évoquer le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination Auschwitz-Birkenau, aujourd'hui même. Il fallut des décennies pour que la Shoah soit reconnue dans toute son ampleur, pour que les récits des rescapés soient entendus et pour que le monde prenne pleinement la mesure de l'horreur. Je voudrais simplement reprendre ce que le général de Gaulle écrivit sur le livre d'or qu'on lui tendit à la suite de sa visite dans ce camp, c'était en 1967. Je cite, « Quelle tristesse, quel dégoût, malgré tout, quelle espérance humaine. » De ce lieu où l'inhumain se fit homme, doit renaître la volonté de construire un monde plus fraternel. C'est ce monde qu'il nous revient aujourd'hui de bâtir. Permettez-moi maintenant de revenir aux propos qui nous réunissent. Dans un monde en proie à une instabilité croissante, l'alliance militaire rassure et protège. Forgée pour faire face à des menaces immédiates ou potentielles, l'alliance incarne une approche essentiellement défensive où la crainte d'une déstabilisation agit comme un puissant catalyseur d'unité entre différents acteurs. L'alliance militaire peut être définie, dans sa forme la plus aboutie, comme une convergence stratégique de valeurs et d'intérêts, généralement formalisée par un traité, où la somme des parties
dépasse celle de chacune des forces en présence. La communauté de valeurs semble être le premier facteur d'unité poussant des puissances à s'allier. Ces valeurs sont aussi le reflet de leur époque. L'alliance militaire incarne dans son épure la promesse séduisante d'une symbiose entre puissances de forces comparables où la mutualisation des capacités créerait un effet démultiplicateur bénéfique pour tous. Mais cet idéal se heurte rapidement à des réalités plus prosaïques. Tout d'abord, première réalité, il est rare que les alliances soient composées de puissances égales entre elles. Les déséquilibres entre États composant une même alliance sont d'ailleurs le lot commun. La question fondamentale qui se pose est de savoir dans quelle mesure, là où les puissances dominantes sont susceptibles de partager leur puissance avec les membres de l'alliance les moins dotés. Il ne s'agit pas d'un débat théorique. Poser cette question, c'est saisir la différence entre une alliance faunée d'un État puissant, hégémonique, qui ne partage rien, sinon la crainte qu'il inspire, et une alliance fondée, je reviens sur ce mot, sur des valeurs partagées. C'est également poser la question, au sein d'une alliance nourrie de valeurs communes, de la place de la puissance dominante. Nous sommes au cœur des débats actuels, vous venez de les évoquer, sur l'avenir de la sécurité collective en Europe et le rôle des États-Unis et de l'Union européenne au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La seconde réalité, prosaïque mais essentielle, c'est de déterminer comment faire collaborer efficacement au sein d'une même alliance des armées, aux cultures, aux doctrines, aux équipements différents. Les défis sont multiples et substantiels. De la barrière de la langue qui peut transformer une simple coordination tactique en véritable casse-tête opérationnel, aux divergences doctrinales fondamentales dans la conception même de l'action militaire, en passant par l'épineuse question de l'interopérabilité des équipements. Ainsi, entre l'idéal d'une alliance défensive équilibrée et la réalité d'alliances parfois contraintes par des rapports de force inégaux, face à la polysémie de la notion d'alliance, se pose la question cruciale de la nature et de l'efficacité des alliances militaires contemporaines. Question, dans quelle mesure ces systèmes d'alliances contribuent-ils à la stabilité mondiale? Autre question, quelles sont leurs motivations profondes, leurs mécanismes de fonctionnement, et surtout les alliances conservent-elles leur pertinence dans le contexte géopolitique actuel? Dernière question. Pour comprendre les enjeux contemporains des alliances militaires, nos trois réflexions que je vous propose nous conduira d'abord à questionner la pertinence des modèles d'alliance traditionnels face aux défis d'un monde, et vous l'avez rappelé, en profonde mutation. En confrontant les alliances au modèle de l'État-puissance, puis à celui des coalitions, les failles et les limites de ces systèmes nous apparaîtront alors peut-être un peu plus clairement. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, nous verrons que ces alliances, malgré leur imperfection, demeurent des piliers essentiels de la stabilité mondiale. Cette analyse nous conduira enfin à vous proposer d'explorer un enjeu crucial. Comment la France peut-elle, dans ce contexte, définir une stratégie d'alliance qui serve au mieux ses intérêts, tout en contribuant à l'équilibre mondial? Alliance militaire face aux États-puissances. Le constat me paraît sans appel. La pertinence des alliances militaires est fragilisée dans le contexte contemporain par des États-puissances aux ambitions hégémoniques. Plus agiles, qui exploitent les interstices des alliances, les provoquent sans les défier de front, se lancent même dans des entreprises de conquête aux marges des alliances. On donne un exemple. Les alliances militaires apparaissent trop souvent mal armées pour répondre aux ambitions impérialistes. De la Russie à la Chine, passant par l'Iran, les exemples d'expression de ces volontés hégémoniques font florès. Ces États-puissances nous-mêmes, parfois des partenariats entre eux,
fondées sur des convergences d'intérêts qui décuplent leur capacité de nuisance. Le récent partenariat stratégique signé entre l'Iran et la Russie s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement déjà amorcé par le partage des drones kamikazes Shahed de fabrication iranienne sur le théâtre d'opérations ukrainien. Il pourrait même comporter un pendant relatif au partage d'informations dans le domaine de l'énergie atomique. Il faut bien aussi en convenir. La réactivité opérationnelle n'est pas la qualité première des alliances militaires. Sa rapidité d'action n'a rien de comparable avec celle des États-puissances. À l'heure où les équilibres peuvent se modifier à la vitesse d'un tweet, la rapidité d'action ne semble plus être une commodité mais une nécessité. Nécessité de la rapidité d'action. De fait, notre système d'alliance ancré dans le droit international, et ça fait partie des valeurs que nous évoquions, se distingue par une forme de rigidité opérationnelle. Déjà, le maréchal Foch le confessait avec lucidité au cours de la Première Guerre mondiale. On sait combien une alliance militaire de peuples souverains est beaucoup plus difficile à conduire qu'un seul État jouissant du commandement militaire unique. Cette architecture, fondée sur le respect des normes juridiques, se heurte à deux réalités. D'une part, cette conception n'est pas partagée par tous les acteurs internationaux, et loin s'en faut. D'autre part, elle peut entraver le processus de décision face aux crises ou à des actions exigeant une riposte immédiate. Au sein d'un système d'alliance abouti, l'unanimité s'impose dans la prise de décision. Et c'est une vraie question. L'article 5 que vous évoquiez du traité de l'Atlantique Nord, pierre angulaire de l'OTAN, dispose, je le rappelle, qu'une attaque contre un membre de l'Alliance doit être considérée comme une attaque contre tous. Si ce principe de défense collective constitue un puissant dispositif de dissuasion, il illustre aussi les complexités du processus de décision de l'OTAN. Son activation nécessite une consultation et un consensus entre les membres, ce qui peut ralentir la réponse face à des menaces hybrides ou non conventionnelles. Elle pose la question du seuil de l'agression devant entraîner une riposte et de la nature même de cette riposte. Que faire? Question. Face au veto d'un membre de l'OTAN qui se refuserait à intervenir contre un ennemi bien identifié ayant déclenché des hostilités caractérisées à l'égard d'autres membres de l'Alliance. Ce qui fonctionnait parfaitement dans un contexte de guerre froide, où deux alliances nucléaires se faisaient face pour juguler les incidents incessants par une série de cliquets avant la prise de décision et éviter ainsi une déflagration générale, oui, peut s'avérer moins opérant dans le contexte d'États-puissance que seule leur propre volonté limite et encadre. Pour les alliances créées en temps de paix, la transition à la guerre est donc loin d'être aisée. Leur manque de souplesse peut leur porter préjudice. La question que j'évoquais de la compatibilité des armements constitue un enjeu militaire auquel sont confrontées toutes les alliances et qu'elles surmontent avec plus ou moins de facilité selon les secteurs. Cet enjeu de compatibilité avive les rivalités économiques du fait, naturellement, et on y reviendra peut-être, de ses implications industrielles. Même le couple franco-allemand n'y résiste pas toujours. Et vous venez de faire un rapport, Madame Conway-Mouret, avec notre collègue Souris dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2025 sur ce sujet. Oui, la concurrence entre les industries européennes et américaines est vive. Standardiser les armements et le matériel d'une alliance demeure souvent et pourtant un impératif catégorique. Cependant, la réalité est bien loin de cet idéal, ce qui engendre des complications significatives dans la chaîne de commandement. Plus le matériel devient complexe, plus la rigidité d'emploi s'accroît. Par ailleurs, une alliance est toujours confrontée au défi de sa cohérence. Dans la mesure où les partenaires de l'alliance sont rarement menacés de façon égale, il est peu probable qu'ils désirent le même niveau d'action en temps de guerre.
Il est évident que la population espagnole ne ressent pas la même menace que la population polonaise à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. De même, la non-intervention de la Biélorussie, malgré l'accord mutuel de sécurité qui la lie à la Russie dans le conflit ukrainien, s'explique par les réticences de ce pays, pourtant allié de la Russie, à s'engager dans un conflit qui ne correspond pas à ses intérêts. La présence d'États frondeurs, il n'est pas de nom d'État, mais il y en a quelques-uns, au sein d'une alliance est également problématique. Les pays membres d'une alliance militaire peuvent se fournir en armement auprès d'un adversaire de celle-ci. Ainsi, la Turquie, membre de l'OTAN, qui fournit de l'armement à l'Ukraine, compte aussi s'équiper du système de défense antimissile russe S-400. La logique stratégique impose cependant la présence de la Turquie au sein de l'OTAN. L'évolution, je voulais aborder ce sujet, des modes de conflictualité, me paraît désormais imposer une rapidité, une capacité d'adaptation qui bouscule les alliances militaires. Certains évoquent les guerres, entre guillemets, invisibles, celle du cyberespace, où il n'est pas toujours possible d'identifier les acteurs à la manœuvre, et où le recours à des proxys est monnaie courante. Ces guerres souterraines menées à bas bruit ont un impact bien réel sur l'avenir de la paix et de nos démocraties. Je pense en particulier aux guerres de l'information et du renseignement. Les dernières élections européennes se sont ainsi tenues sous le feu des ingérences étrangères et de la désinformation opérée, notamment par des systèmes algorithmiques. Le véritable changement de paradigme, c'est celui d'hypervitesse. Les informations s'échangent à une vitesse toujours croissante, dépassant d'ailleurs notre capacité de prise de décision collective au sein des alliances. Pour autant, il ne convient pas de céder à une quelconque forme de dictature de l'instantané qui empêcherait toute prise de recul et nuirait à la réflexion stratégique. L'OTAN a adopté en 2021 une politique globale de cyberdéfense. Cette dernière reconnaît que les activités cybernétiques malveillantes peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme une attaque armée susceptible de déclencher l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Mais quelle est la réalité opérationnelle de cette évolution? C'est une vraie interrogation. Face à ces nouvelles menaces qui sont, elles, bien effectives, les alliances doivent poursuivre leur réflexion stratégique et surtout s'engager sans tarder dans un investissement massif dans ces domaines. Car si les États se penchent individuellement sur ces sujets, il n'en demeure pas moins que l'intelligence artificielle, la guerre hybride, les cyberattaques et les systèmes d'armes autonomes, on appelle parfois robots tueurs, ont constitué pendant longtemps et trop longtemps les impensés stratégiques dans les alliances traditionnelles qui accusent dans ce domaine un certain retard. Le modèle de l'État-puissance, par son autonomie et son agilité opérationnelle, met donc au défi les alliances militaires. Les alliances présentent, je l'ai dit, nombre de rigidités liées aux normes qui les régissent, dans un contexte international qui tend à s'affranchir des règles qui prévalaient, et notamment parmi ces règles, le caractère intangible des frontières. Elles avivent les concurrences industrielles entre ses membres, elles sont confrontées aux défis de leur cohérence et à de nouvelles formes de conflictualité auxquelles elles sont en général mal préparées. Si l'État-puissance met en lumière les fragilités des alliances, le recours de plus en plus fréquent au cours des dernières décennies à des coalitions ad hoc en montre aussi les limites opérationnelles dans bien des contextes. Alliances militaires et coalitions ad hoc. La difficulté d'actionner les alliances militaires a multiplié les recours à des coalitions ad hoc du fait de leur souplesse et de leur rapidité. Elles sont autant de substituts aux alliances militaires elles-mêmes, parfois elles sont leur prolongement. Ces coalitions ad hoc sont créées quand la guerre est imminente pour traiter d'un danger bien identifié, perçu comme une menace aiguë par les États participants. Par contraste avec le système d'alliance, le but de ces coalitions est souvent l'efficacité et la rapidité opérationnelle. Elles offrent un cadre plus souple de prise de décision et de fonctionnement. Chaque membre de la coalition pouvant y évoluer à sa guise
en fournissant la contribution qui lui paraît la plus appropriée. Prenons un premier exemple. Lors de la première guerre du Golfe en 1991, la coalition permet, elle, davantage de souplesse. Une équipe de planification avec des représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Égypte et de la France était au cœur de cet effort. Une structure de commandement spécifique mais coordonnée permit aussi aux troupes des pays arabes et musulmans de demeurer sous contrôle arabo-musulman pendant que les pays occidentaux maintenaient le contrôle des troupes occidentales. Les planificateurs prennent des mesures pour sauvegarder notamment les particularités culturelles. La coalition ad hoc permet d'élargir le champ des acteurs par rapport aux alliances militaires. 2003, campagne américaine en Irak. Faute d'être parvenu à convaincre les alliés de l'OTAN du bien fondé de leur guerre, oui, cela a conduit les États-Unis à créer une coalition la plus nombreuse possible. L'objectif était de substituer une légitimité politique quantitative à la légitimité juridique qu'aurait pu offrir alors un mandat de l'OTAN, mais surtout un mandat de l'ONU. Ainsi, en 2003, 49 pays ont affiché leur soutien, bien que seulement la moitié d'entre eux aient participé concrètement aux opérations. Plus récemment encore, la coalition contre Daesh en Syrie offre un exemple frappant de convergence ponctuelle d'intérêts. Cette coalition à vocation purement opérationnelle a réussi à rassembler des puissances pourtant antagonistes, telles l'Arabie saoudite et la Turquie, transcendant des divergences criantes. Elle illustre également la possibilité d'associer, c'est une réflexion, des forces non étatiques, comme en témoigne la participation des Kurdes via les forces démocratiques syriennes, est aussi un élément de réflexion. Ainsi, c'est l'intérêt immédiat des États, autant que la nécessité d'intervenir, qui me paraît guider la formation des coalitions. En Afrique, la France a aussi multiplié la formation de coalitions ad hoc, de l'opération Barkhane au G5 Sahel ou avec les États membres de l'Union européenne pour aider à une meilleure structuration, je pense au G5 Sahel, des armées africaines dans la lutte contre le terrorisme islamiste et éviter que les frontières ne fassent obstacle à un droit de suite. Les succès ne furent pas au rendez-vous, à moyen terme, notamment parce qu'une coalition ad hoc qui ne se mue pas en alliance n'est pas appelée à durer. Les coalitions ad hoc tirent généralement leur raison d'être d'une durée de vie limitée. Mais il me semble qu'il serait vain d'opposer de façon systématique alliances et coalitions ad hoc. Car dans la réalité, la coalition ad hoc est aussi un moyen d'élargir une alliance, comme l'a constaté, on l'a vu dans le cas de l'Irak et de la Syrie. La combinaison de la souplesse des coalitions avec l'armature des alliances traditionnelles se présente parfois comme une option. Réfléchissons à 2011, les frappes aériennes en Libye. Elles sont menées principalement par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Elles illustrent la complexité des opérations militaires internationales, bien que s'appuyant sur les moyens de l'OTAN et coordonnées via l'état-major à Naples. Ces frappes ont été réalisées dans le cadre d'une coalition ad hoc élargie, incluant des partenaires extérieurs à l'Alliance. Le Qatar ou la Suède, qui ne faisait pas à l'époque partie de l'Alliance. Il apparaît donc que la frontière entre coalition et alliance ad hoc est assez poreuse, laissant place à des structures hybrides plus agiles, moins contraignantes, donc moins susceptibles de durer également. Voilà quelques-unes des réflexions entre alliances et coalitions ad hoc. Mais je voudrais revenir sur le bien fondé des alliances. De fait, si les alliances militaires sont parfois déficientes face aux défis de sécurité collective, entre l'affirmation d'États-puissance aux ambitions hégémoniques et le recours de plus en plus fréquent à des alliances ad hoc, elles conservent de solides atouts
s'agissant de la stabilité à long terme et de la dissuasion stratégique. Leur persistance dans le paysage géopolitique contemporain me paraît témoigner de leur utilité continue, bien que sous des formes partiellement renouvelées. Je crois que l'attractivité des alliances militaires ne se dément pas. Elles offrent une garantie de stabilité incomparable, notamment pour les États les plus vulnérables ou les plus menacés. En intégrant une alliance, ces derniers s'offrent une forme, entre guillemets, d'assurance vie. Faut-il rappeler l'appétence des pays issus de l'ex-Europe de l'Est à rejoindre l'OTAN, comme les pays balkans occidentaux aujourd'hui, et aujourd'hui Ukraine ou Moldavie? Faut-il rappeler l'abandon par la Finlande et la Suède de leur statut de neutralité, pourtant vertu cardinale pendant des décennies face à la menace russe contemporaine? L'alliance militaire reste donc dans un horizon souvent envié. Par ailleurs, le manque de flexibilité des alliances militaires réelles et attestées n'est pas une donnée intangible. Les alliances les plus efficaces sont celles qui parviennent à un équilibre entre considérations idéologiques et intérêts pragmatiques. Cette approche permet une prise de décision plus adaptée aux réalités du terrain et du moment. Permettez-moi de me replonger dans l'histoire du XXe siècle, et notamment de l'alliance entre l'Union soviétique communiste et les États-Unis capitalistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Intérêt à ce que vous relisiez Thomas Mann, Appel aux Allemands, qui a été réédité l'été dernier et qui est un moment passionnant. Ce sont ces appels mensuels aux Allemands. Il lançait sur les ondes, lui, qui avait été chassé par Hitler dès 1933. Et comment des puissances idéologiquement opposées ont su transcender leurs différences pour poursuivre l'intérêt commun de vaincre le nazisme. Là, je vais emprunter à Churchill, quand il défend en 1941, compris devant la Chambre des communes, l'engagement de son pays aux côtés de l'URSS de Staline. Il dit « Si Hitler avait envahi l'enfer, je chercherais à construire une alliance avec le diable. » À méditer. Oui, comment décliner l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction en termes d'alliance militaire? La capacité à dépasser des clivages antérieurs et des antagonismes idéologiques peut être précisément le gage d'une stabilité et d'une efficience renouvelée. On constate enfin que les régions du monde dépourvues d'alliances militaires sont la proie de tensions particulièrement aiguës. Si l'alliance est un facteur fort de stabilité sans la garantir absolument, les interstices, les espaces sans alliance, les marges sont généralement en proie à de vives tensions. En Europe, la Moldavie se trouve dans une situation délicate, véritable état tampon entre l'OTAN et la Russie. Le conflit en Ukraine agit comme un catalyseur des tensions géopolitiques, exacerbant les luttes d'influence entre Moscou et l'Occident sur le territoire moldave. Bien que le conflit avec la Transnistrie reste gelé depuis 1992, la Moldavie subit une pression russe multiforme qui s'intensifie à mesure qu'elle se rapproche de l'Union européenne et de l'OTAN, illustrant sa vulnérabilité face aux jeux de puissance régionaux. Les alliances militaires demeurent donc comme un point d'ancrage et de stabilité dans un monde en pleine mutation, même si elles ne suffisent plus à elles seules, depuis la fin de la guerre froide, à structurer et tenir l'architecture de sécurité collective. Quelle posture stratégique pour la France? Dans un monde où le recours aux alliances militaires est nécessaire à la stabilité et aux intérêts de notre pays, mais non suffisante. La France, c'est l'une de ses spécificités, se doit de conjuguer la préservation de son autonomie stratégique avec l'appartenance à un système d'alliance, ce pour peser sur la scène internationale. Dans ce contexte, il est essentiel d'examiner quelle posture stratégique la France peut adopter pour maximiser ses intérêts, sa sécurité, son influence,
tout en contribuant à la stabilité mondiale à travers un système d'alliances renouvelé. Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN semble avoir retrouvé pleinement sa raison d'être. Fini l'état de mort cérébrale, peut-être un peu vite dénoncé. Cela se traduit par une augmentation substantielle de la présence militaire de l'OTAN sur son flanc Est, avec une montée en puissance des présences avancées renforcées. C'est ce que nous accomplissons, la France, comme nation cadre, au sein de l'opération Aigle en Roumanie. C'est ce que le Royaume-Uni, et nous y participons, fait en Estonie comme nation cadre. Alors, vous l'avez beaucoup évoqué, si l'accession au pouvoir de Donald Trump accélérera peut-être une négociation de cessez-le-feu, il faudra évidemment assurer la sécurité de l'Ukraine. La France et l'Union européenne devront y prendre toute leur part, et un accord ne peut pas se faire sur le dos de l'Union européenne. Cela pose la question du rôle de notre pays au sein de l'OTAN. Le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009, après, on a tous vécu, nous, comme parlementaires, tout ça. Après la décision du général de Gaulle de la quitter, c'était en 1966, lui a permis d'influencer les opérations et les stratégies de l'Alliance, notamment via le commandement allié de transformation. Je pense à 2 rapports, et le dernier étant de Hubert Védrine, sur ce sujet. La France doit être exigeante, tant au sein de l'OTAN que dans le développement de l'Europe de la défense. J'y viens. L'ambition de créer un pilier européen au sein de l'OTAN est réaliste et nécessite une meilleure compréhension mutuelle, particulièrement avec les pays de l'Est de l'Union européenne. Les États baltes, la Pologne, la Roumanie. Ce pilier doit être complémentaire et non opposé, et non en concurrence avec l'OTAN. La coopération en matière de défense implique une mutualisation proposée par l'Union européenne et l'OTAN, couvrant des domaines tels que le ravitaillement en vol, le renseignement, la cybersécurité et les drones de surveillance. Je crois que la guerre en Ukraine a suscité un sursaut sécuritaire et a accéléré l'augmentation des dépenses de défense en Europe. En 2014, les chefs d'État et de gouvernement des différents pays de l'OTAN ont convenu que chaque allié consacrerait au moins 2% de son produit intérieur brut à la défense, contribuant ainsi à faire en sorte que la disponibilité opérationnelle reste assurée à l'échelle de l'Alliance. Ils ont pris cette décision à la suite de l'annexion, par la force et illégale, de la Crimée par la Russie, et dans un contexte général d'instabilité au Proche-Orient. L'engagement de 2014 s'inscrivait dans le prolongement, d'ailleurs, d'une décision des ministres de la Défense des pays de l'OTAN, qui en 2006 s'étaient mis d'accord sur un objectif de porter les dépenses nationales de défense à 2%, mais vous voyez le temps, 2006-2014. Aujourd'hui, la France a atteint cet objectif malgré sa situation financière. Historiquement, les membres de l'Alliance Atlantique ont dépensé beaucoup plus qu'aujourd'hui pour leur armée. Au-delà de 5% du PIB, notamment pendant la guerre froide. Ce fut le cas de la France, le général de Gaulle. Faut-il renouer avec cet objectif comme le propose le président Trump? La question est posée. Et, autre question, très directe par ces temps de préparation de budget et de commission mixte paritaire, en avons-nous les moyens? Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. En 2023, les budgets militaires des 27 États membres de l'Union européenne s'élevaient à 312 milliards d'euros. Le deuxième total mondial après les États-Unis, 916 milliards. Et devant la Chine, 296 milliards. Et devant la Russie, 109 milliards. On n'a pas souvent en tête ces chiffres. Ce chiffre met en lumière le potentiel militaire de l'Union à l'échelle mondiale, mais ce potentiel est limité par 2 problèmes. J'y reviens, que j'ai déjà évoqués. La faible interopérabilité des armées européennes et l'absence de mutualisation des équipements. 78% des dépenses d'approvisionnement
entre juin 2022 et juin 2023 ont été effectués auprès de fournisseurs non européens, principalement américains, mais aussi coréens et chinois. Pourtant, lorsque les États membres collaborent, et le rapport Draghi le montre, les résultats peuvent être positifs. Deuxième sujet important, c'est la dépendance envers la protection militaire américaine. L'Union européenne continue de se reposer sur les États-Unis, un héritage de la guerre froide, ce qui freine le développement d'une défense véritablement européenne. Alors, pour pallier ces faiblesses, la Commission européenne a proposé, en mars 2024, un programme ambitieux visant à européaniser les dépenses militaires. Ce plan, je rappelle, impose que d'ici 2030, 40% des achats d'équipements soient effectués en commun par les États membres. 40% en commun par les États membres. Avec au moins 50% fabriqués en Europe. Objectif 2035, qui est très court dans un monde industriel complexe. Je parle devant des spécialistes. 60% en 2035. Il s'agit d'un premier pas, à mon avis, significatif. Je crois qu'il faut aller plus loin en matière de préférence européenne concernant l'achat d'armement. Dans cette dynamique, la France a un rôle clé à jouer. Elle doit rassurer ses partenaires européens sur sa volonté de construire une défense collective et crédible, compatible avec la coopération transatlantique. L'OTAN doit rester l'horizon indépassable de la défense européenne, mais la souveraineté européenne de défense doit se cristalliser en son sein. Oui, la France, au sein de l'Union européenne, tout comme au sein de l'OTAN, dispose d'un atout considérable, sa force de dissuasion. À la suite de l'invasion de l'Ukraine, le président Macron a souligné la dimension européenne de la dissuasion française, proposant un dialogue stratégique et l'intégration potentielle des partenaires européens aux exercices de dissuasion français. Cette proposition a pour objectif de développer une culture stratégique européenne commune. Si la dissuasion nucléaire française est caractérisée par son caractère souverain et indépendant, elle a une place singulière au sein de l'OTAN, puisqu'elle contribue à la dissuasion de l'Alliance et revêt dimension authentiquement européenne. Ainsi, l'existence de la dissuasion nucléaire française apporte une contribution forte et essentielle à la sécurité de l'Europe. Les conflits récents en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient, ont démontré l'importance, et là je change de sujet, des drones et des systèmes anti-missiles. La complémentarité entre défense anti-missiles et dissuasion nucléaire est reconnue, mais soulève des questions d'arbitrage stratégique et financier, et de risque d'affaiblissement de l'outil de dissuasion. La France peut-elle mener de pair, c'est une vraie question, la modernisation de sa force de dissuasion nucléaire et un programme européen de bouclier antimissile dont l'absence la rend vulnérable en cas d'attaque de nature conventionnelle qui ne justifierait pas une riposte nucléaire, tout ceci avec des points d'interrogation. Oui, ces questions ne sont pas tranchées. Les enjeux technologiques, industriels et de commandement doivent être aujourd'hui mieux évalués. Enfin, je voudrais évoquer devant vous les coopérations bilatérales mises en œuvre par la France qui pourraient constituer les prémices d'un pilier européen de défense. La France a un rôle majeur à jouer dans cette dynamique européenne. Cependant, ce qui est assez naturel et évident pour elle, l'autonomie stratégique, l'effort de défense, ne l'est pas toujours pour ses voisins et alliés européens. La France, être davantage à leur écoute et les rassurer sur sa volonté de progresser avec eux vers une défense européenne crédible, mais qui n'exclut pas non plus les Américains. Pour le moment, la France avance à partir d'accords de coopération bilatéraux. Certains peuvent apparaître modestes, mais ils sont significatifs. La coopération militaire franco-allemande est, elle, structurée et son périmètre d'action vaste. Elle trouve son expression au travers du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Le partenariat stratégique de coopération en matière de défense
et de sécurité, signé avec la Grèce en 2021, à partir de l'acquisition d'armements français, avions et bâtiments de combat, vient renforcer la sécurité collective, notre autonomie stratégique et notre souveraineté européenne. Conformément au traité du Quirinal, la France et l'Italie ont décidé de développer leur coordination opérationnelle et leur coopération en matière de capacité, d'industrie de défense et de rapprochement de leurs forces, c'est particulièrement notable dans la marine. Le traité signé à Barcelone en janvier 2023 par le ministre des Armées et la ministre de la Défense du Royaume d'Espagne répond à la volonté partagée de la France et de l'Espagne de consolider une relation privilégiée et durable avec la Pologne, qui est en train de devenir une grande puissance militaire européenne. Il va bientôt consacrer 5% de son PIB à la défense. Oui, avec la Pologne, un traité bilatéral a été signé, le traité de Nancy. Il doit être conclu rapidement et il comprend un très important volet défense. Bien qu'il se situe hors de l'Union européenne, je n'oublie pas le Royaume-Uni. Signé le 2 novembre 2010, le traité de Lancaster House a permis de créer un cadre juridique et d'identifier des synergies. Le dernier sommet franco-britannique s'est tenu à Paris au printemps 2023. Elle a donné lieu à la création d'une force interarmée expéditionnaire conjointe. Donc concret, cette force binationale pouvant aller jusqu'à 10 000 hommes est mobilisable à très court préavis et peut mener des opérations de haute intensité. N'oublions pas que le Royaume-Uni est aussi une puissance militaire nucléaire, même si sa dépendance avec les États-Unis est une réalité. Pour autant, l'agenda stratégique de la France, puissance dotée, ne peut se limiter à une projection au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. En Afrique, depuis 2017, nous accumulons un certain nombre de revers stratégiques. Après les victoires sur le terrain militaire ayant permis de faire reculer les groupes terroristes islamistes, ne l'oublions pas. Bamako serait aujourd'hui aux mains des terroristes et probablement devenu un califat sans l'intervention française de 2013. Je tiens à rendre hommage à nos militaires, ils n'ont en rien démérité. Quelles sont les raisons? On peut les analyser, de ces revers stratégiques. Il n'y a pas de cause univoque. Et la politique suivie par la France n'est pas la seule cause. L'incapacité actuelle des états-majors africains à constituer une authentique alliance militaire contre le terrorisme devrait faire partie de l'équation. Sans doute l'objectif de l'alliance militaire en l'absence de culture de commandement intégrée, d'interopérabilité entre les forces des États africains, oui, cet objectif était sans doute utopique dans un laps de temps très court. J'ai pu le mesurer moi-même sur le terrain en rendant visite à ce qui était l'amorce du G5 Sahel. Mais peut-être que la raison principale de ces revers est politique. Nous n'avons pas su définir un horizon temporel suffisamment bref pour nos interventions militaires. C'est, à mon avis, une réflexion que nous devons avoir. Le continuum de sécurité-développement a connu trop de déboires. Nos moyens militaires statiques et conventionnels étaient sans doute parfois peu adaptés à des groupes terroristes très mobiles et à une forme de guérilla. Surtout, notre positionnement politique s'est avéré parfois erratique. Notre posture des principes sur les droits et la repentance, eh oui, au mépris parfois de nos intérêts. Et parfois, nous avons lâché certains alliés que tout pourtant nous conduisait à soutenir. Nos intérêts, une coopération confiante et multiforme, des conditions d'exercice du pouvoir conformes à nos vœux, notamment sur la diffusion et le respect de la démocratie. Je pense au président Mohamed Bazoum, toujours otage de la junte militaire. La réciprocité est un jeu à double sens. Je crois que la France doit aussi trouver sa place et son intérêt. Et nos révisions stratégiques en Afrique s'effectuent dans de mauvaises conditions, sous la contrainte et souvent dans l'hostilité. Certes, on a un habillage narratif, l'assistance mise sur les formations, la création d'académies militaires, et une justification a posteriori d'évolutions que nous ne maîtrisons pas. Le paradoxe veut que la France soit la puissance qui connaisse le plus fort reflux
son influence en Afrique, y compris sécuritaire, alors que la Chine, la Russie et les États-Unis osent partout des jalons. Et ces pays le font selon des modalités de présence traditionnelles qui sont contestées lorsqu'il s'agit de la France. Formulons un vœu pour l'avenir en matière d'alliance militaire. Il faut savoir partir pour peut-être mieux revenir. Il s'agit d'un pari. Enfin, je voudrais vous dire un mot de l'Indo-Pacifique, qui se présente aujourd'hui comme un laboratoire stratégique des alliances au sein duquel la France doit occuper toute sa place. C'est pourquoi penser les alliances militaires futures nous oblige à anticiper leurs répercussions dans le reste du monde en Indo-Pacifique, enjeu majeur au XXIe siècle. La France dispose, je le rappelle, du deuxième domaine maritime mondial. Et en tant que deuxième exportateur d'armes du monde, elle se doit de jouer pleinement son statut de puissance militaire dotée dans cette région. Au sein de cette zone, les puissances européennes, telles que la France, s'engagent dans une multitude de missions militaires bilatérales et multilatérales qui ouvrent la voie à une coopération à long terme dans le domaine de la sécurité, notamment en pénétrant de nouveaux marchés de défense par la vente d'équipements militaires au Japon, à la Corée du Sud, à l'Inde et à l'Asie du Sud-Est. La présence française en Asie du Sud-Est, épicentre de la rivalité que vous évoquiez, sino-américaine, est cruciale pour aider à contrebalancer l'expansion chinoise. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi pour modérer les tensions entre les deux superpuissances. Même si des revers cinglants ont été affligés, je pense à la création de l'AUKUS en 2021, avec les conséquences pour notre pays, lorsque l'Australie a rompu son engagement de 2016 d'acquérir des sous-marins Barracuda français à propulsion conventionnelle. Mais l'admission récente de la France en tant qu'observateur au groupe des ministres de la Défense de l'ASEAN témoigne de son engagement pour la sécurité et la stabilité de l'Indo-Pacifique, renforçant ainsi sa position dans cette région stratégique. Bien sûr, face à la Chine de plus en plus menaçante dans la mer de Chine méridionale ou vis-à-vis de Taïwan, les États-Unis sont incontournables en Asie, où ils renforcent leur engagement. On rappelle la déclaration d'Anthony Blinken, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui, quelle sera-t-elle demain? Nous verrons. Les États-Unis sont une puissance de l'Indo-Pacifique. Certains universitaires plaident même pour la conversion du Quad, donc États-Unis, Inde, Japon, Australie, groupe de coopération aujourd'hui militaire et diplomatique informelle, en alliance militaire formelle. Bien que qu'une OTAN du Pacifique ne soit pas imminente, je le crois, une alliance militaire structurée pourrait être envisageable dans cette région sans tomber dans les rigidités précédemment dénoncées. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai sans doute été trop long, et je voulais vous faire part de mes réflexions, j'allais dire, qui ont été partagées sur un sujet dont je n'étais pas le spécialiste, même si j'ai vécu à la Commission des Affaires étrangères de la Défense des Forces armées, côté de quelqu'un qui m'a beaucoup transmis, beaucoup appris, c'est-à-dire Jean-Pierre Chevènement, avec qui, avant les événements au Sahel, nous étions ensemble, sorte de binôme improbable, passionnés par la République, passionnés par une certaine idée de la France, mais en même temps conscients des forces et des faiblesses. Oui, parfois nous avons été incompris, mais je pense qu'une souveraineté européenne en matière de défense prend corps progressivement, avec ses difficultés. Quand je vois sur le blindé avec l'Allemagne, sur l'avion SCAF, qui fait partie de toutes mes visites en Allemagne, avec une plaidoirie bien préparée, mais je vois quand même des coopérations bilatérales entre États européens, la multiplication des missions européennes de réassurance sécuritaire. Je vois ce qui se passe dans les États baltes, ou en Roumanie, ou aujourd'hui en Pologne. Je pense que ça ouvre la voie à ce pilier européen, en rappelant que ça n'est pas un pilier contre les États-Unis. Et je crois que les évolutions politiques récentes aux États-Unis nous invitent à aller plus fort et plus vite. Le chemin est tracé. Je pense que récente rencontre avec la présidente du Sénat allemand, qui n'est pas une compétence pourtant, mais qui joue un rôle politique important, la présidente de la SAR, et vu que
en Allemagne, cette prise de conscience était extrêmement présente. Oui, dans la région Indo-Pacifique, notre rôle de modérateur de tension, mais en même temps, en nous appuyant sur des puissances moyennes de la région hostile à toute hégémonie, en veillant à la sécurité et à la non-ingérence de puissances étrangères, aussi dans nos territoires d'outre-mer. En Afrique, je pense que le reflux de la France ne peut pas constituer une doctrine, que le choix de la Russie ou de la Chine ne peut pas être l'alpha et l'oméga de certains pays africains. Et je pense qu'il y a des choses. Enfin, les alliances militaires sont en perpétuelle évolution. Les BRICS, je n'ai pas encore prononcé ce mot, ne sont aujourd'hui qu'une union de pays qui regroupe quand même la moitié de la population mondiale, notamment dans le domaine économique et financier, mais qui dit qu'elle ne se transformera pas un jour en une forme d'alliance militaire. Cette question peut se poser. Voilà pourquoi je pense que, y compris le résultat des élections américaines, peuvent paradoxalement être une opportunité pour bâtir l'avenir. En tous les cas, c'est ce que je vois, et c'est le message que je voulais vous transmettre, sans être un spécialiste de ces questions, mais en ayant réfléchi à la réalité, parce qu'il se trouve, vous évoquiez ma longévité politique, mais j'ai vécu toutes ces évolutions. Parce qu'arrivé comme vice-benjamin du Sénat, le même jour que Jean-Luc Mélenchon, moi je lui ai dit un jour, tu vois que j'ai mieux tourné, mais bon, c'est comme ça. Mais si je vous dis ça, c'est que j'ai vu à la fois la formidable espérance de la fin de la guerre froide, l'effondrement du mur de Berlin. J'ai vu ensuite cette complexification. Sans doute, nous avons trop rêvé à pousser les dividendes de la paix en ne nous préparant pas assez à assurer par les moyens diplomatiques et militaires l'avenir et une paix stable pour les temps qui viennent. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, ici, à votre invitation.